Donc bienvenue aujourd'hui, le 3 août. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un cours qu'on avait depuis un moment envie de vous partager, parce que c'est un cours qui introduit ce qu'est l'astrologie et qui introduit chacun des cours que l'on propose à partir de notre plateforme. Oui, ça introduit tout l'esprit de nos cours en fait. Complètement. Donc du coup, c'est quoi l'astrologie ? Parce que souvent, on a une représentation de cette discipline qui est assez galvaudée. Là, ce qu'on aimerait bien pouvoir vous montrer, c'est à quel point c'est une discipline très complète, transdisciplinaire, à cheval entre plusieurs disciplines, et combien c'est une science humaine, et combien on est loin de ce qu'on peut voir dans Télé 7 jours, aussi bien sur Instagram. Donc on va essayer de voir ensemble ce qu'est véritablement cette discipline, à quoi elle sert, comment on peut s'en servir, voilà. Et quel est l'intérêt de l'étudier, bien sûr. Donc qu'est-ce que l'astrologie et d'où elle vient ? Déjà, on va s'amuser à la resituer un petit peu. D'où est-ce que ça sort cette fameuse discipline ? Alors à l'origine, ça fait quand même un moment que les hommes regardent le ciel. Oui, depuis qu'on est sur Terre, je crois, de toute façon. Voilà. Oui. Aussi bien le ciel diurne et le ciel nocturne, avec la lune, les étoiles, etc. Mais évidemment, il y a eu des époques où les représentations de ce qu'était véritablement le système solaire étaient un petit peu troubles. On le comprend. Oui, pendant longtemps, voilà, on a cru que la Terre était immobile et que le ciel nous tournait autour, et que le soleil, la lune et les étoiles nous tournaient autour. Et puis, peu à peu, les humains ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et l'origine, en fait, de l'astrologie est présente dès qu'il y a des connaissances et dès que les humains se sont mis à vouloir écrire, consigner le temps, consigner les jours. Et donc, c'est vraiment depuis l'aube de l'humanité, proprement dite, que l'astrologie fait partie vraiment des premières sciences, en fait. On peut le dire, et peut-être sur cette carte, on voit bien déjà, si vous voulez, dès les premiers moments on parle vous savez que tout ce fameux croissant fertile là entre l'Égypte et la Mésopotamie, dans les années 3000 avant Jésus-Christ, dès ce moment-là, si vous voulez, dès qu'il y a les premières traces de culture, soit par l'écriture elle-même, soit par les dessins, l'astrologie est présente. C'est-à-dire l'étude du ciel et de la terre, en quelque sorte. Et là, on a dans tout ce croissant fertile, aussi bien de l'Égypte à la Mésopotamie, et ensuite qui a été complètement diffusé par toutes les cultures arabes par la suite, l'astrologie est présente. Alors on voit rapidement, parce que évidemment si vous êtes intéressé à continuer, vous aurez les documents écrits qui vous expliqueront, qui vous donneront tous les détails, parce que l'histoire est très, très riche et très féconde. Alors, on vous donne juste des traces pour que vous vous rendiez compte que ça existe. L'astrologie est à la racine de toutes les connaissances, en fait, de toutes les sciences. Et du coup, oui, donc on se dit, on trouve les premières traces d'astrologie en même temps que l'écriture, donc on situe ça à peu près moins 3000, mais vous avez déjà dû voir ceci, qu'on a du mal à dater, c'est entre moins 2800 à moins 1100, et on sait que ce site de Stonehenge est parfaitement aligné au solstice. Voilà, donc toutes les civilisations, si vous voulez, observer, se sont rendus compte qu'il y avait des saisons, qu'il y avait un éternel retour des moments, des saisons, de ce qui se passait sur la Terre, et ont essayé de repérer et de faire des calendriers comme nous allons le voir. Et donc Stonehenge est une sorte à la fois de monument, quelque sorte calendrier repérage, puisqu'il permet de voir les moments des solstices, mais en même temps c'est un endroit sacré, un endroit de rituel et de communion entre les humains et le ciel en quelque sorte. Et tout ce qui nous dépasse. Donc vous avez ce site, et après bien sûr on va retrouver des traces d'astrologie, d'astronomie, ça on va vous le montrer, mais en fait à l'époque il n'y a pas de différence entre l'astrologie et l'astronomie. Et en Égypte ils avaient déjà un calendrier solaire, des années de 365 jours, et surtout, ça c'est une chose que vous avez certainement déjà vue, beaucoup de divinités qui sont très liées aux astres. Là, on vous a mis une représentation d'Aton, qui est le disque solaire. Ici, vous avez une représentation de Nout, le ciel étoilé.
hein, vous l'avez également qui était ici. une déesse, oui. Ouais. Et très curieusement, en fait, ça c'est une, vous voyez, elle est à double face. Et maintenant, il se trouve que l'astronomie commence à nous dire qu'il y a deux faces à l'univers, et qu'il y a deux faces opposées, qu'il y a un autre côté de l'univers. Et on dirait que les Égyptiens le savaient déjà. C'est-à-dire là, ils montraient cette déesse qui avait ses deux faces. Elle s'appelait le ciel étoilé et c'était une déesse à deux faces. En Égypte, vous allez aussi trouver évidemment toute l'architecture, hein, qui est très liée au symbole astrologique. Là, vous avez des sphinx à tête de bélier, hein, le bélier évidemment. Qui marquait le début de l'ère du bélier, justement, exactement. puisque donc nos anciens avaient tout à fait repéré les cycles, y compris les cycles astrologiques, qu'on appelle maintenant uniquement astrologiques, mais qui étaient des cycles astronomiques en fait. Là, c'était l'ère du bélier, vous voyez, avec les têtes de bélier. Vous avez aussi évidemment le site de Gizeh. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines découvertes récentes qui tendent à montrer que tout ça est parfaitement orienté par rapport au ciel. Il y a beaucoup de documentaires qui existent là-dessus, vous pourrez aller voir. Vous trouvez aussi en Égypte ce magnifique zodiaque. Alors ça, on a eu la chance de pouvoir le voir au Louvre à un certain moment. C'est le zodiaque de Dendera. C'est le premier zodiaque connu par les Égyptiens. Et donc là, déjà, il y avait une représentation de ce qu'on appelle, depuis ce moment-là, le zodiaque, qui veut dire le cercle des animaux, parce que, évidemment, il y a beaucoup de signes qui sont repérés par des animaux. Et donc là, c'est à Dendera, au temple de Dendera. Et puis, vous avez en Égypte un dieu qui est particulièrement important et intéressant pour nous, qui est le dieu Thoth. Donc était Dieu, le créateur du monde par le verbe, Dieu du langage, de l'écriture, des sciences, de l'astronomie, de l'astrologie, de la magie, enfin bref, tout ça. Et lui, il est intéressant pour nous parce qu'il est à la source de ce qu'on appelle la table d'émeraude. Et que nous dit la table d'émeraude ? Il nous dit « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et ça, c'est majeur pour l'astrologie. Quand on veut commencer à s'y intéresser, c'est vraiment ce que Charles Vouga a appelé, qui est un grand astrologue dans la lignée duquel on travaille. Il appelait ça la loi de l'analogie et de correspondance. C'est majeur parce que du coup, l'astrologie, c'est quoi ? Ce n'est pas du déterminisme. On n'est pas en train de déterminer les gens. La loi de correspondance et d'analogie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur Terre, ce qui est en bas sur Terre est comme ce qui est au ciel. Ce qui signifie que c'est pas tellement que le ciel nous influence, comme si on était déterminé par lui, comme si on était des toutes petites choses fragiles, complètement téléguidées par des puissances qui nous dépassent. Ce que ça nous dit, cette loi d'analogie et de correspondance, c'est qu'on est à l'image du ciel qui nous voit naître et à l'image du ciel qui se déroule au-dessus de nos têtes en ce moment. Le ciel est comme un miroir. L'implication de ça, il me semble, majeure, c'est qu'on est libre. On est libre. On est relié, on est pris dans un même système, mais dans ce système-là, si vous voulez, on n'est pas influencé, on est des parties libres et efficientes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a la même importance en quelque sorte que le ciel et la terre, c'est que chaque être est relié à ce grand ensemble-là. Donc, ce qui est tout à fait remarquable, si vous voulez, c'est que c'est des lois qui ont été posées dès le démarrage par les Égyptiens et par la table d'émeraude, mais ça continue à être vrai. Ça a été disqualifié pendant quelque temps, on va le voir, mais ça continue à être vrai. C'est-à-dire que on est toujours dans cette loi de correspondance et pas du tout dans l'influence. Or, beaucoup de gens croient que l'astrologie, c'est l'étude des influences du ciel sur nous. Non, c'est l'étude des correspondances en quelque sorte. Donc à regarder le ciel, à étudier le ciel, nous pouvons étudier notre ciel intérieur à nous, puisque nous sommes à l'image du ciel extérieur. Vous voyez l'idée ? C'est quasiment révolutionnaire comme idée, mais il faut qu'on y revienne. Et l'implication, elle est majeure parce que l'astrologie, c'est donc une science humaine, on l'a introduit un petit peu comme ça et on va le développer, qui fait que le sujet est toujours au centre de l'étude, toujours libre. Ce qui fait que c'est une discipline qui, à mon avis, vise, alors le mot n'existe pas en français, mais l'empouvoirment de chaque être. Comment retrouver sa puissance, comment
à un moment se regarder et se dire ok, je suis au centre de mon univers. Comment je reprends ma puissance, ma possibilité de choisir, comment je redessine mes voies, mes chemins, etc. Donc c'est vraiment un outil de conscience, vraiment pur. On va bien le comprendre à mesure d'ailleurs. J'espère. Donc voilà pour Donc ça. c'est quelque chose à vraiment retenir, hein, la loi de correspondance. C'est pour ça que tout le monde parle de la table d'émeraude encore. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la grande tradition en fait hermétique, puisque Thoth c'était Hermès, c'était le dieu Hermès Trismégiste. C'était lui qui a donné cette première loi sur laquelle on travaille toujours, et elle n'a pas été disqualifiée parce que c'était une science exacte, en quelque sorte fondamentale et de base en fait. On est dans une loi qui reste vraie. Alors maintenant... Si on continue de tirer un petit peu le fil de l'histoire, simplement pour se rendre compte de quand ça date, hein, l'affaire. En Mésopotamie, ils avaient déjà déterminé le zodiaque. Oui, ils appelaient ça la voie d'Anu, et ils avaient identifié 7 planètes. Déjà, c'était les 7 planètes visibles à l'œil nu, hein, donc ils les avaient déjà vues, et ils avaient absolument repéré 88 constellations. Ils avaient des éphémérides complètement précises. Et surtout, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que pour eux, les planètes étaient en quelque sorte des divinités. C'est-à-dire elles représentaient des grandes vies et elles représentaient des symboles elles étaient reliées à différentes fonctions sacrées qu'ils avaient repérées dans le fonctionnement de la Terre et dans le fonctionnement humain. Donc ils avaient déjà, en moins 1300, il faut qu'on se rende compte, hein, c'est à peine si l'écriture existait, il y avait déjà un calendrier lunaire et un calendrier solaire, et là c'est les fameuses, c'est la ziggourate de Babylone, si vous voulez, c'est les fameuses tours d'observation de toutes ces cités de Mésopotamie, hein, dans le croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate, qui permettaient, si vous voulez, d'observer le ciel. Et là, à ce moment-là, les astrologues, ils étaient à la fois astrologues, astronomes, prêtres, médecins. Je dirais qu'ils étaient les grands observateurs du ciel pour essayer d'établir des correspondances et de commencer à établir des lois de fonctionnement, si vous voulez, qui pouvaient les relier à quelque chose de sacré qui était positionné dans le ciel. C'est tout à fait les symboles que tu évoquais. Et là, vous avez les taureaux, les fameux taureaux sacrés. C'est au moment de l'ère du taureau, d'ailleurs, qu'ils sont sortis, hein, comme par hasard. Mais si on fait de l'astrologie, on comprend que, justement, le hasard n'existe pas, puisque c'est l'étude des correspondances. Donc, il n'y a pas de hasard, il y a des correspondances. Et là, vous avez ces magnifiques taureaux ailés, qui sont d'ailleurs très symboliques en astrologie, puisqu'ils représentent toute la croix fixe. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'astrologie, je commence à le dire. Là, vous voyez ce fameux disque de Nebra, comme que c'est magnifique. C'est-à-dire, à l'ère du cuivre, les humains avaient observé justement les sept Pléiades, vous les avez au centre, et puis avaient positionné le soleil, la lune et le ciel sur ce disque extraordinaire qui a été découvert il y a peu, et qui a l'air de dater de moins 1200, je ne sais plus quelle date. 1600. Moins 1600. C'est une œuvre d'art, hein, en même temps qu'une représentation du ciel. Il faut s'imaginer que c'est une représentation du ciel de l'époque. Et puis évidemment, on trouve des traces d'astronomie, astrologie chez les Grecs. Donc chez Pythagore, bien sûr. Alors voilà, c'est arrivé en Grèce par la Mésopotamie, par l'Égypte, puisque Pythagore, il a été s'enseigner à la fois en Égypte et puis à Babylone. Toute l'histoire de Pythagore, si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça dans les documents qu'on vous proposera, parce que c'est extraordinaire. Et justement, nous avons développé un travail assez important pour montrer les grandes cyclicités. Et là, vous avez sur ce schéma, ça évidemment, on ne va pas l'étudier en première année d'astrologie, hein, quand on veut l'apprendre, mais c'est un schéma des grands cycles astrologiques qui correspondent à des cycles de l'histoire, et c'est tout un travail que nous avons fait pour montrer la correspondance entre des cycles astrologiques et l'histoire. Voilà. Et donc on prend Pythagore, si vous voulez, il y a un grand cycle qui a commencé en moins 580,
Et pour ce qui est de notre civilisation occidentale, nous avons, après toutes les richesses de Mésopotamie, d'Égypte, etc., c'est arrivé en Grèce et c'est à la base de toute notre civilisation occidentale en tout cas. Et là, vous avez tout ce cycle grec qui a commencé avec Pythagore. Et Pythagore, en quelque sorte, il est à la source de toutes les cultures, puisque lui, il était mathématicien, astrologue, etc. Et il avait créé toute une communauté. Donc, vous voyez, on était là avec des êtres qui avaient des connaissances multiples et qui n'avaient pas maintenant, évidemment... il existe peu d'êtres qui rassemblent toutes les connaissances qui ont été consignées par l'humanité depuis, mais à l'époque, si vous voulez, il y avait des êtres comme Pythagore qui, eux, étaient à la fois mathématiciens, astronomes, philosophes, etc. Après, il y a eu Platon, etc. Mais il est vraiment à la source de notre culture, si vous voulez, et il est à l'origine, il est né comme par hasard au tout début d'un grand cycle. Alors je ne sais pas si je dis astrologique ou astronomique, mais c'est les deux, quoi. Voilà. Évidemment, en classe, il n'y a pas eu que lui. Pour ne citer que cela, vous avez Aristarque qui, lui, avait déjà identifié que le Soleil devait être au centre d'un système planétaire. Hipparque, il a catalogué les étoiles, etc. Mais on trouve aussi le fameux, ton préféré. Alors Ptolémée, on ne sait pas quoi en dire. On ne sait pas quoi en dire parce que Ptolémée, si vous voulez, il a mis en place un système qui est absolument absurde, en quelque sorte maintenant, qui nous paraît absurde. C'est-à-dire que suite à l'observation, il refusait de dire que le Soleil était au centre, il disait que la Terre était au centre, et donc il faisait tourner les planètes comme il pouvait. Il a mis en place un système qui a quand même duré 1300 ans. Il devait avoir un peu de puissance aussi. Voilà. Il était à côté de la femme. Mais derrière le savoir de Ptolémée, si vous voulez, il y a eu et a continué à circuler un savoir qui disait mais non, le Soleil est au centre, etc. Donc voilà, mais Ptolémée nous a quand même accompagnés pendant 1300 ans, ce qui est énorme. Donc pendant 1300 ans, le système de Ptolémée était la loi du fonctionnement du système solaire. Pas du système solaire, de notre vie sur Terre. Et il expliquait les fonctionnements des planètes de façon assez curieuse. Voilà. Donc Ptolémée, et on trouve, si vous voulez, ces connaissances astronomiques dans toutes les autres civilisations, pas qu'en Occident. Et nous, on ne vous parle pas de la Chine non plus, qui est une des très riches civilisations. Mais par exemple, chez les Mayas, dès le 3e au Xe siècle, vous voyez, ils avaient mis en place des calendriers solaires exactement de 365 jours 24, et ils avaient en plus, si vous voulez, un calendrier sacré qui tournait autour de 260 jours. Et c'est très intéressant, ils avaient un système astronomique assez particulier. Et puis ils ont monté les calendriers par observation. Il faut imaginer, ils observaient à l'œil nu. Il n'y avait pas de lunettes. Les premières lunettes, elles viennent plus tard, avec Galilée. Donc à l'œil nu, ils avaient les premiers calendriers de Vénus et de Mars. Donc vous voyez un petit peu, c'est quand même si nos ancêtres ont fait un travail considérable de compilation, d'observation et de recherche, déjà. Alors évidemment, vous savez que l'astrologie et l'astronomie, donc, qui étaient reliées à l'époque, elles sont à la base de tous les systèmes de calcul de l'heure, des horloges. Voilà la fameuse horloge astrologique de Prague. Puis la très belle horloge de l'université de Cologne, où vous avez à la fois l'heure et puis vous avez le système planétaire, vous voyez. Voilà. Donc en fait, l'astrologie, c'est elle qui a permis de créer des calendriers et puis les indications sur l'heure. Et en fait, vous savez qu'il y a eu plusieurs types de calendriers, que l'Église il y a eu le calendrier julien, puis le calendrier grégorien. Il y a des questions peut-être ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Et donc ces calendriers-là ont été ont changé. Maintenant, nous sommes avec le calendrier grégorien, donc ça a été décidé par un pape. Le Grégoire, et il y a eu un calendrier très intéressant qui a fonctionné pendant la Révolution française, qui était un calendrier purement astronomique. Il avait été travaillé par les scientifiques de l'époque, ceux qui sont partis d'ailleurs avec Napoléon en Égypte,
Et ils avaient fait un calendrier qui était purement astronomique et astrologique. C'est-à-dire que là, ils n'étaient pas dans les décalages qu'avait fait l'Église parce qu'il y a un véritable décalage entre notre calendrier et le zodiaque astrologique proprement dit. À la Révolution française, le calendrier qu'ils nous ont mis en place démarrait à l'équinoxe d'automne. Et je pense que ça devrait être le calendrier universel, mais malheureusement, on est encore sur le calendrier de l'Église. Alors la Révolution française n'a pas réussi à imposer ce calendrier universel, mais c'était le véritable calendrier qui faisait coïncider, d'abord il était purement astronomique, et il faisait coïncider avec toutes les observations astrologiques. Alors là, c'est là où on va rentrer dans un moment extrêmement intéressant, c'est-à-dire c'est à la Renaissance, dès lors qu'il a commencé à y avoir des lunettes, et c'est Galilée qui a le premier fait bricoler des lunettes pour observer. Mais vous savez tous que la fameuse révolution copernicienne, Copernic lui est revenu à le fonctionnement ancien tel que Hipparque de Samos l'avait proposé et tel que la tradition le ressentait fortement, qu'il y avait un fonctionnement héliocentrique, que le soleil était au centre, mais il ne pouvait pas le dire parce que l'Église le menaçait non seulement d'excommunication, mais de quoi d'autre, Faustine ? De mort. Voilà, de mort carrément. Et donc, il a publié son ouvrage, il a dit « Attention, mon ouvrage, vous le publiez qu'à ma mort ». Mais disons que dans toutes ces années-là, dans le 15e et 16e siècle, s'est imposé l'idée qu'effectivement le Soleil était au centre d'un système solaire. Alors il y a eu les grandes observations si vous voulez, là vous avez les grands créateurs de la science mécaniste encore contemporaine, Copernic, Galilée, Kepler et Newton. Et sachant que Kepler lui-même, c'était le dernier astronome, puisqu'il était astrologue, et il a mis en place les lois, il a trouvé les lois de fonctionnement des orbites des planètes. Et à partir de lui, si vous voulez, les astronomes se sont séparés des astrologues. Il y a eu deux branches. Il y a ceux qui se sont mis à observer le ciel avec des lunettes et donc rester là et observer, regarder à l'extérieur, ils sont devenus astronomes. Et ceux qui voulaient continuer à regarder à l'intérieur ou essayer d'établir des correspondances, ils sont restés astrologues. Mais ils ont dépéri, si je puis dire. Qu'est-ce que tu dirais, Faustine ? Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est c'est vraiment un moment de l'histoire effectivement qui est très important, parce qu'au moment de la Renaissance, justement pour permettre l'expansion des sciences exactes, de quelque chose de très objectif, il y a vraiment une séparation, une dualité objectif-subjectif. Oui. Donc c'est génial parce que du coup les sciences ont énormément progressé. Les sciences d'observation. Voilà. Mais la part subjective, donc qui prend le sujet au centre, celle-ci a commencé, à péricliter un petit peu, et surtout elle a pris une connotation un peu folklorico, ésotérico, genre ça devient du flanc. Maintenant en tout cas. Voilà. Et on est un petit peu encore à l'heure actuelle dans cette dualité-là. Et ce qui est intéressant, c'est Newton, parce que Newton c'est lui qui a parlé de la gravitation, donc c'est l'inventeur. Il a récupéré tous les travaux de Galilée, Kepler, et il a créé la science mécaniste moderne, et il était alchimiste, pourtant. Et donc là, ce que vient de vous dire Faustine, c'est effectivement qu'à ce moment-là, l'alchimie et la chimie se sont séparées, l'astrologie et l'astronomie se sont séparées. En quelque sorte la physique et la métaphysique aussi, et on vous met la mathématique, parce que quand même les sciences mathématiques, c'est la science des nombres sacrés, comme Pythagore l'avait mise en place, et donc ça s'est séparé aussi de la partie intérieure. Donc vous voyez l'aspect exotérique, ça veut dire science de fonctionnement d'observation, c'est hors de nous, nous on est les sujets, et c'est exo. Et les sciences ésotériques qui sont du côté de la conscience, travaillent à l'intérieur, vous voyez. Donc la science, en fait, il y a eu un arrachement quelque part de la part conscience de la science. Et alors vous savez que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qui c'est qui a dit ça ? Je sais plus. Rabelais. Oui, voilà. Rabelais. Voilà, je pense.
Donc voilà ce moment particulier quand même de l'histoire. Toujours un petit peu dans ce paradigme-là. Ça tend à changer, on va le voir. Et c'est ça, nous sommes les contemporains de gros changements, mais vous voyez, la physique mécanique, elle est toujours notre modèle alors que la raison domine. Donc le dualisme, il est entre le matérialisme et l'idéalisme. Il y a un gros dualisme qui s'est mis en place et tout d'un coup les sciences se sont sacralisées. Alors elles se développent avec tous les modes d'observation, parce qu'il y a de plus en plus des lunettes astronomiques plus grandes et puis toute la mécanique s'est développée après Galilée et Newton. Et donc effectivement la science est devenue notre nouveau sacré quelque part, si vous voulez, la science objective. Voilà. Mais ça nous a permis alors de découvrir les 3 planètes qu'on ne voyait pas à l'œil nu et que nos chers Mésopotamiens n'avaient pas trouvées puisqu'ils n'avaient vu que les 7 planètes visibles. Et là, on a donc les 3, je crois que, voilà. Ouais. On a découvert, alors c'est très intéressant, Uranus en 1781. C'est juste avant, là nous on a des repères historiques extraordinaires, mais on ne va pas s'étaler, et si vous continuez avec nous, vous verrez, on se régalera à voir les correspondances. Mais là, Uranus a été découvert au moment de la Révolution française et au moment de la Révolution américaine. Et donc là, ensuite, Neptune, 1846, c'était au moment de l'abolition de l'esclavage, en tout cas en Europe. Et Pluton a été découvert en 1930, alors je vous laisse voir à quel moment c'était. C'était pas un moment très joyeux, les années 30. Et justement, c'est pour ça qu'on a souvent mis à Pluton par correspondance des qualificatifs assez négatifs. Et puis d'ailleurs, Pluton est une planète toute petite, toute noire, elle ne se voit pas, elle est lointaine, et voilà. Et puis d'ailleurs, les astronomes maintenant ne la classent même plus en planète. Pauvre Pluton. Voilà. Mais donc du coup, l'autre intérêt, vous voyez, on s'est dit que ce dualisme de la Renaissance, à la fois ça a permis l'expansion des sciences exactes, youpi, mais du coup, une des grandes qualités, je trouve, de l'astrologie, c'est d'avoir gardé cette part vraiment conscience. En fait, l'astrologie n'oublie jamais à quel point le sujet peut être pris comme centre à un instant T, sans le séparer de son collectif, bien entendu, ni de l'univers, mais l'astrologie choisit de prendre le sujet au centre, et il y a cette sacralité, en fait, que l'astrologie n'a jamais oubliée. Et d'ailleurs, comme le sujet est au centre, il a les pieds sur Terre, et en astrologie, on continue à travailler avec la Terre comme centre d'observation, puisque nous avons les pieds sur Terre, même si la tête va vers le ciel. Et donc, on continue. C'est pour ça que, si vous voulez, il y a eu comment dirais-je, on s'est dit que l'astrologie était disqualifiée, puisque alors qu'on avait dit que la Terre n'était plus au centre, les astrologues continuent à travailler en observation du sujet, les pieds sur la Terre. Vous voyez l'idée, et parce que, comme vient de l'expliquer Faustine, on est en considération de l'humain au centre d'un univers qui est l'humanité, en fait, et de son univers qui est ses conditions et ses moments de naissance. Et du coup, la branche astrologie a évidemment, à la suite, donné toutes les sciences humaines qu'on a actuellement, puisque l'astrologie est restée très proche des mythes, des symboles, des archétypes. Donc tout ça résonne évidemment avec les sciences de la psyché, psychologie, psychanalyse, etc. Et puis également avec la métaphysique et la théosophie notamment. L'astrologie n'a jamais perdu ça de vue. Ça, c'est à la fin du 19e siècle. Si vous voulez, il faut se rendre compte que dans l'irruption de ces sciences-là de la psyché, elles sont les filles de tous les travaux antérieurs, de tous les astrologues de l'Antiquité, de la Renaissance, etc., qui faisaient des liens en observation de l'humain, puisqu'effectivement, vous le savez, que ce soit Freud ou Jung, ils ont utilisé des archétypes. Ce sont des archétypes que l'astrologie utilisait déjà depuis longtemps. Donc c'est ni plus ni moins c'est la même branche, si vous voulez. Mais l'astrologie est à la source. Et on continue d'avancer un peu dans l'histoire. Et là, on commence à entrer, à partir de 1900, on a eu énormément d'avancées
scientifique toujours. Ce qui est intéressant, c'est que là, on vous a remis ce fameux schéma des différents cycles de civilisation qu'évoquait Fanchon tout à l'heure. Il se trouve que nous, on est dans ce cycle-là, qu'on vous a mis là en évidence, qui est un cycle qui commence en 1892. Et notre hypothèse, c'est de se dire, est-ce que qu'on sort de la Renaissance et des Lumières, notre hypothèse, c'est de se dire, est-ce que ce cycle-là serait pas un cycle de reconnaissance, hein, alors aussi bien pour appuyer sur reconnexion. Ah, reconnexion si tu veux. Oui. Mais reconnaissance, il y a énaissance, écho qui fait bref. Oui, on a besoin de tout, de l'ensemble. Vous voyez, c'est un jeu de mots. C'est en travaillant, si vous voulez, avec un livre, avec Michel Serres, qui faisait la préface d'un livre sur la connaissance. Et Michel Serres parlait de l'époque de la Renaissance. Et il disait qu'on était dans une époque beaucoup plus importante. Et en rigolant, on avait parlé, ça pourrait s'appeler reconnaissance. Voilà. Et ça nous paraît, on verra. Peut-être il y aura un nom qui sera donné à notre période, puisque c'est complètement analogue à la période de la Renaissance, en fait. Mais vous voyez que depuis, il s'est passé, l'évolution des sciences ont été considérables, c'est-à-dire que la physique mécanique est disqualifiée maintenant par toute la découverte d'abord des radiations, hein, et donc de ce qui était invisible. Hein, parce que là, on rentre dans l'invisible. Et puis avec Einstein, on est dans la relativité. Ensuite, avec David Bohm, il y a eu toute l'éruption de la science, ce qu'on appelle la physique quantique. Et du coup, maintenant, depuis 1996, le Soleil n'en est pas au centre de notre univers, que notre galaxie n'est pas au centre, que notre centre galactique est certainement un trou noir, qu'on a découvert en 1996. Donc vous voyez, c'est énorme le champ de la connaissance qui a été bousculé. Et très curieusement, l'astrologie n'est pas tellement disqualifiée comme nous en rendons compte. Parce qu'en quelque sorte, c'est certainement ce qui est en train, la physique quantique elle-même est en train de trouver, si vous voulez, des dimensions nouvelles que l'astrologie avait trouvées. On en est à un point où, qu'est-ce qu'on fait du dualisme de la Renaissance ? Voilà. On se rend bien compte que là, c'est plus possible, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La physique nous le montre très bien, comme tu viens de l'exprimer. Mais en fait, ce nouveau paradigme, et du coup, la manière dont nous, on aime travailler l'astrologie, c'est en considérant plutôt une triplicité. C'est très très différent. Dans la dynamique, ça n'a plus rien à voir. Donc on pourrait se représenter les choses un petit peu de cette manière-là. Vous voyez, dans un triangle, vous allez voir, on adore les triangles, on en met tout le temps. Celui-ci, vous avez un pôle en quelque sorte, forme et matière, un pôle d'énergie et de conscience et un pôle d'esprit et de sens. Et tout ça fonctionne ensemble. Donc il ne s'agit pas de faire une dualité, de séparer les choses où forcément ça va se confronter. Tout ça est très circulant. Okay ? Et inclusif. C'est-à-dire, comme la physique quantique le montre, elle dit que tout est orienté par le sens et que c'est l'énergie qui circule et la matière étant de l'énergie à son taux vibratoire le plus bas et l'énergie étant de la matière à son taux vibratoire le plus haut, comme l'a expliqué la théosophie. Donc vous voyez, là, c'est circulant, hein, très circulant. Et c'est inclusif. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand on est dans un côté, ça n'exclut pas les autres. Vous voyez ? Tout fonctionne ensemble. Voilà. Quand on est du côté de la matière, ça n'exclut pas le sens. Et quand on est du côté du sens, ça n'exclut absolument pas la matière. Donc c'est inclusif. Donc qu'est-ce qu'il s'agirait de faire peut-être maintenant, si on pouvait trouver à réunir tout ça, à réunir science et conscience. C'est un petit peu, donc vous voyez, ça c'est le paradigme de la Renaissance. On trouve ça également d'ailleurs entre l'économie et l'écologie. Vous voyez, quelque chose qui est comme encore séparé et qui mériterait d'être réunifié. Et l'astrologie, comme à l'origine tout ça n'était pas séparé, elle a encore cette force, je pense, de réunification et de reconsidérer que tout cela fonctionne ensemble. Et que science sans conscience... n'est que ruine de l'âme, voilà. Alors évidemment, c'est pour ça, si vous voulez, quand on fait de l'astrologie, il faut quand même continuer à travailler l'astronomie. Les gens qui font de l'astrologie sans connaître rien en astronomie, c'est un petit peu absurde. Mais il faut au moins connaître le fonctionnement basique et ce que c'est que l'astronomie. Donc l'astrologie inclut l'astronomie, mais l'astronomie exclut l'astrologie. Vous voyez l'idée ? Mais oui, on est bizarre. Oui. C'est
Nous sommes inclusifs, hein, les astrologues, mais les astronomes sont très très exclusifs. Ils nous excluent, pour le moment. Donc en quoi ça consiste? Là, vous voyez, on a retracé un petit peu l'historique, qu'est-ce qui s'est joué autour de cette discipline et au sein de cette discipline. Mais de quoi il retourne quand on parle d'astrologie? On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est en fait basé sur une tradition. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est cette fameuse loi d'analogie et de correspondance. Et au temple de Delphes, on trouve aussi cette phrase qui nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est très astrologique. Connais-toi toi-même, l'astrologie nous permet ça. Okay, c'est en correspondance. Oui. Il y a une autre chose aussi qui est, du coup, découle de ces deux préceptes, principes, c'est que l'individu, chacune d'entre nous, on est un univers en soi. Charles Vogel, il nous disait l'homme est un système solaire. Peut-être que ce sera une des grandes découvertes, il pensait ça, de notre temps, c'est de comprendre à quel point l'homme est un système solaire. Donc vous voyez, on a un soleil, on est un soleil et on a chacune différentes fractales que sont les planètes. Des fractales personnelles, des parts qui sont beaucoup plus personnalité, rentrée, etc. On a aussi des fractales qui sont beaucoup plus collectives, conscientes, inconscientes, interpersonnelles, transpersonnelles, etc. Oui. Et donc tout ça, l'astrologie nous permet d'étudier l'être humain comme un système qui a cette dimension d'univers. C'est pas rien quand même. Et Vogel, pour encore le citer lui, il nous disait, quand on regarde un thème astral, un thème natal, il disait le thème de naissance, c'est le contrat que vous avez avec la vie. C'est comme une carte, vous voyez, ça ne nous détermine pas encore tout à fait nos chemins, ça ne détermine pas notre identité, mais ça détermine le contrat. C'est ça, c'est le programme qu'on a avec l'existence, c'est-à-dire avec l'incarnation, et l'astrologie nous donne le portrait de tout ce qu'on ne sait pas à notre sujet. C'est comme une radiographie de l'âme, il nous disait. C'est-à-dire, c'est la carte de notre expérimentation, si vous voulez, de notre exploration dans ce monde qui va nous permettre d'exprimer notre identité, en fait. Donc voilà ce qui se passe quand on joue avec cet outil astrologique, une radiographie de l'âme, c'est pas mal. Et donc l'astrologie, à l'instar de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, elle va avoir 3 composantes qui sont analogues du coup à ce nouveau paradigme. En astrologie, on a un pôle qui est un pôle matière-science. En fait, c'est toute la part astronomie purement. En astrologie, on a besoin de cette science astronomique, sinon on est perdu. Parce que c'est l'astronomie qui va nous donner les grands cycles. On a besoin des cycles en astrologie. Et les éphémérides, d'ailleurs, qui sont utilisés par tous les physiciens et les astrophysiciens qui envoient des fusées sur la Lune ou ailleurs, en fait, ils utilisent les mêmes éphémérides que les astrologues. Donc nous utilisons les éphémérides, c'est-à-dire le décryptage des fonctionnements cycliques, pareil que les astronomes. Donc toute cette partie est très science. Très très science, et on en a besoin. Le deuxième pôle, il est beaucoup plus conscience. Là, c'est vraiment tout ce qui touche aux âmes humaines, individuelles, collectives. Ça, c'est vraiment une composante astrologique qui est évidemment très liée au troisième pôle, qui est celui des symboles, des principes, des archétypes. C'est tout ce qui va donner sens. Voilà, et on fonctionne avec ça. C'est-à-dire que si vous voulez, la part conscience, c'est la part, c'est le sujet proprement dit, c'est la conscience de chaque sujet, la part conscience. Mais seulement il y a des consciences transpersonnelles et collectives selon certaines époques de l'histoire, et c'est toute cette partie-là qui va être l'objet de notre étude, si vous voulez. Mais vous voyez que c'est d'un côté, le grand écart, c'est entre les cycles et les archétypes. Le reste, c'est toute la science de l'humain, en quelque sorte. Nous, quand nous utilisons la symbolique, nous parlons des grands principes. C'est-à-dire, la symbolique, c'est ce qui concerne les grands principes de vie et les archétypes. Voilà. Le travail en astrologie, ça serait le lien entre ce qu'on appelle le symbolique, nous, le symbolisme, et la conscience. Puisque c'est là, parce que ça fait intervenir l'autre, dès lors qu'il y a conscience, ça fait intervenir d'autres êtres humains, et du coup c'est ce qui peut se nouer justement grâce par du sens entre des êtres humains. Donc parce qu'effectivement tous ces pôles-là, le symbolique, la conscience et la partie matérialité, forme, c'est lié, elles travaillent ensemble.
En fait, c'est les effets de sens, des grands principes et des archétypes, et comment ils travaillent les consciences individuelles et collectives. Ça permet aussi de bien se rendre compte à quel point c'est lié, c'est indissociable. Ça fonctionne vraiment ensemble. Et du coup, nous avons les 3 outils en correspondance, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut on vous dit là qu'on est en train, en fait, en quelque sorte, de formaliser une théorie astrologique qui existe, qui préexiste, mais qui n'est jamais vraiment explicitée dans les enseignements astrologiques. Et nous, on s'est rendu compte, si vous voulez, que nous travaillons avec 3 niveaux tout le temps. C'est-à-dire, le zodiaque, il est du côté des grands principes, hein. Et du côté donc j'utilise le terme de principe, comme ça c'est peut-être plus clair, et des grandes lois, hein, le zodiaque, et ensuite les cycles, puisqu'on a tous les systèmes, parce qu'il y a tout un appareillage très important d'études, des maisons, des croix, etc., qui fait référence à la cyclicité et à l'aspect science pure qui est l'astrologie, c'est-à-dire à l'astronomie proprement dite, en fait. Et puis les planètes elles-mêmes, alors là, les planètes, Faustine, c'est là... Les planètes, faut vraiment considérer que ce sont nos planètes intérieures, évidemment, qu'on va étudier. Donc on va se servir du ciel, bien sûr, mais il s'agit de nos planètes intérieures comme différentes fractales de notre être. Hein. On peut imaginer, évidemment on le reverra dans le cours sur ce sujet-là, mais imaginez que c'est comme si les planètes naissaient du Soleil. Le Soleil, c'est notre être complet, c'est qui on est, et le Soleil fait naître comme différentes fractales pour mieux se reconnaître lui-même. Et les planètes, quand on va les étudier en astrologie, c'est un peu ça qu'on va considérer. Quel est le cœur de ce Soleil? Comment fonctionne-t-il? Vénus? Comment fonctionne son intelligence, sa conscience? Mercure? Etc., etc., etc. Et il y a un monde, encore une fois, c'est un être humain est un monde. Et elle représente des principes, hein, les planètes, et justement on retrouve, en fait, si vous voulez, cette idée qu'avaient nos ancêtres, les premiers prêtres, astronomes, astrologues, etc., et puis toutes les cultures de Mésopotamie ou d'ailleurs, c'était que les planètes sont des grands êtres ou des divinités, en quelque sorte, c'est-à-dire des symboles d'une certaine manière. Mais en quelque sorte, nous, on pourrait dire que les planètes sont des êtres vivants en correspondance avec des parties de vivants que nous retrouvons en nous-mêmes. Et elles nous permettent, comme Faustine vient d'expliquer, de distinguer tout ce qu'il y a dans notre être solaire, et chacune, parce que c'est intéressant, d'abord il y en a 7 qui sont visibles, et puis il y en a 3 autres qui sont invisibles. Les 3 invisibles, elles vont représenter plutôt des énergies archétypiques transpersonnelles, tandis que les planètes visibles vont représenter en nous des énergies beaucoup plus faciles à attraper, qui prennent forme facilement. Vénus c'est l'amour, Mars c'est l'action, etc. Et si vous voulez, elles nous permettent de différencier notre être et le fonctionnement de notre être à travers différents types de qualités et de fonctionnement. Elles représentent des fonctions de notre conscience, en fait. C'est une des grandes qualités d'ailleurs, je trouve, de l'astrologie comme outil de conscience, c'est-à-dire que comme on a une carte, on a un support. Sur ce support, vous avez vos planètes, vous avez leur fonctionnement, vous avez chacune de vos fractales internes qui est comme représentée, et on peut les mettre là. Et si on peut les regarder, ça veut dire qu'on est bien l'instance qui inclut tout ça. Donc c'est vraiment un outil de conscience, parce que ça nous permet de prendre du recul, d'intégrer ce qui est, comment ça fonctionne, de refaire des choix aussi, puisque l'être est encore une fois toujours au centre. Mais donc voilà, ça permet vraiment comme une désidentification. Vous avez des planètes visibles, mais des planètes, on va le dire comme ça, des planètes personnelles, des planètes dites de transition, Saturne, Jupiter, et des planètes transpersonnelles. Donc on retrouve le 3. On a 3 types de planètes, effectivement, qui représentent 3 types de fonctionnement assez différenciés.
Mais on s'en est rendu compte, si vous voulez, à mesure, si vous voulez, c'est pour ça qu'on reprend, on a goût avec Faustine de reprendre une nouvelle saison d'initiation à l'astrologie, parce qu'on n'en finit pas, si vous voulez, de se rendre compte que de la structure qui est derrière et de la véritable théorie anthropologique en fait qui est derrière. Et du coup, c'est plutôt plaisant de ne pas commencer bêtement, vous allez apprendre le zodiaque, vous allez apprendre les planètes, vous allez apprendre ceci, mais on ne sait pas pourquoi dans cette... Nous, on sait pourquoi on le fait comme ça. Et en plus, on commence avec les planètes, parce que les planètes, c'est la partie animée de nous-mêmes, c'est toutes les parties qui sont animées, qui donnent de l'énergie, et qui donnent comment dirais-je, de la dynamique en fait. C'est les sujets agissant en nous. Voilà, mais commencer par le zodiaque, mais c'est mortel, parce que si vous voulez, c'est apprendre des principes morts. Or, et ce sont les planètes qui mettent en vie les principes. Et donc, on commence donc, vous voyez, si vous suivez avec nous cette première saison, cette nouvelle première saison d'astrologie, on commencera par l'étude des planètes. À la fois de leur point de vue astronomique, qui est absolument majeur, et avec nous, là, on y tient, les données astronomiques sont majeures, parce qu'elles sont signifiantes, et ensuite toutes les données symboliques qu'on peut mettre en place. Parce qu'ensuite, si vous voulez, les planètes, elles vont fonctionner à 3 niveaux également. C'est-à-dire que ce fameux 3, triplicité, on va la retrouver avec les planètes. Partout. On aura 3 niveaux de planètes, 3 typologies de planètes qui ont des fonctionnements articulés, différenciés, et puis ensuite elles ont chaque planète a 3 fonctions selon selon 3 niveaux, etc., etc. C'est dire si on est un univers en multiples dimensions. Voilà. C'est très fractal l'astrologie également, c'est-à-dire qu'on rentre dans on travaille en triplicité en fait. Voilà. Donc voilà l'appareil astrologique. De base. Voilà. Alors il faut connaître ce que c'est que le zodiaque et les signes du zodiaque. Là vous voyez le zodiaque, c'est tout simplement les constellations que nos ancêtres ont observées depuis l'aube des temps et qu'ils ont consignées, etc. Ce sont surtout les astronomes arabes qui les ont ensuite dessinées, consignées, repérées, leur ont donné des noms. Et c'est pour ça qu'elles ont souvent des noms d'origine arabe. Et ça, c'est les fameuses constellations du zodiaque. Et parmi les nombreuses constellations du ciel, vous voyez, c'est une sorte de bande de 30 degrés, pas plus de 30 degrés, et dans laquelle sont positionnées 12 constellations différentes. Alors évidemment, derrière cela, on a une véritable zodiaque mathématique, c'est-à-dire, parce que là, vous voyez les constellations, on ne sait pas où elles commencent, enfin, où elles commencent, où elles finissent, on n'a pas le point zéro de la constellation. Même si on a la planète alpha pour chaque constellation, selon les astronomes. Mais donc, si vous voulez, on va avoir un zodiaque mathématique, c'est-à-dire 360 degrés du ciel, divisé par 12, ça fait 30 degrés chaque constellation, qui va donner un signe du zodiaque. Ça, c'est notre référence au ciel. Donc, deuxième outil, la part des différentes fractales de l'humain, donc les planètes du ciel, nos planètes internes. Et le troisième outil qui est en fait la projection plane de tout ça. Parce qu'on vous a dit, l'astrologie est tout à fait tranquille avec le fait de remettre le sujet, nous, sur la Terre. Donc on met la Terre au centre. Et les planètes vont aller se géolocaliser sur le fond du ciel du zodiaque. C'est comme ça que ça veut dire que nous ne nous décentrons pas quand nous étudions l'astrologie, nous nous recentrons. C'est ça. Ici et maintenant, sur notre Terre, par rapport à un ciel qui semble s'animer autour de nous, alors qu'en fait les mouvements sont beaucoup plus complexes, mais on se recentre comme sujet. Donc vous voyez, ça ne s'est jamais disqualifié depuis que ça a été créé, l'astrologie. C'est toujours resté au centre. Et puis on a d'autres outils, ça évidemment c'est des choses qu'on va aussi voir dans la saison 1. Les 3 croix, c'est comme 3 modes de manifestation de la réalité, cardinal, fixe, mutable, pour ceux qui connaissent un petit peu. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, parce que vous verrez que dans les croix, il y a des mondes. Il y a des mondes, mais elles sont très liées à notre existence et à l'aspect forme, manifestation, dynamique évolutive. Donc c'est assez passionnant à étudier. Et puis c'est mathématique, parce que c'est les fameux repères orthonormés des mathématiques. Donc en plus, alors d'un côté c'est mathématique, c'est-à-dire c'est scientifique.
D'un autre côté, c'est symbolique. Les 3 croix, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Sur le calvaire, il y en avait 3. Il y en avait un qui était au centre, il y en avait un autre à droite, un autre à gauche. Et nous travaillons pareil, la croix du centre, la croix qui va être plutôt christique, en symbolique, et puis les croix des 2 larrons à droite et à gauche, qui sont un peu plus complexes que ça. Mais vous voyez, pareil, les croix, on va les travailler. Aspect scientifique de la croix, c'est-à-dire aspect mathématique. Aspect symbolique de la croix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière comme esprit, quel est l'esprit de chaque croix, et chaque croix représente quelque chose, et elles fonctionnent ensemble. Alors les 3 croix, en tout, ça nous fait les 12 signes du zodiaque, vous comprenez? 3 x 4, 12. Et puis on a d'autres... Alors ça, il faut quand même qu'on dise, Faustine, là, c'est le moment. Nous sommes les spécialistes des croix. Modestement. Non, il faut vous dire que c'est très... ça fait peur à tout le monde, les croix et les carrés. En astrologie, on dit que c'est des mauvais aspects. Et si vous voulez, nous sommes de notre astrologie, c'est pour ça qu'elle nous plaît beaucoup. Elle est à la fois très mathématique et très symbolique, et elle réunit les 3 principes qui nous sont chers. C'est-à-dire que on travaille vraiment. La croix, c'est la comment. Alors c'est Faustine qui va le dire, parce que moi j'ai pas l'accent qu'il faut pour le dire. Mais les croix, c'est la grand-mère du zodiaque. C'est la grand-mère du zodiaque. Voilà, pas la grande-mère, hein, mais la grand-mère du zodiaque. C'est vrai qu'elles sont passionnantes parce que tu as évoqué, c'est à la fois on retrouve cet aspect mathématique, cet aspect de sens, de principe, et la croix, c'est le fonctionnement même de l'évolution de conscience. Donc c'est très humain. On est tous pris sur une croix. Et sur 3 croix. Sur 3 croix, sur 3 niveaux. Donc c'est ça qu'on peut s'amuser à décrypter. Et si vous voulez, l'idée de la verticale de la croix représente, si vous voulez, le principe de non manifesté. Tandis que l'horizontale de la croix va représenter le principe du manifesté. Donc nous sommes des êtres, c'est-à-dire à la fois qui sont reliés à du sens et à du non manifesté, à quelque chose qui nous dépasse à l'esprit. La verticale, c'est l'esprit en quelque sorte, et l'horizontale, c'est la manifestation. Donc il y a 3 types de sens et de verticalité, et 3 types de manières d'incarner. Mais c'est très élaboré, je veux dire, c'est un système absolument... c'est sans doute un système... Je crois que c'est Lacan qui disait que l'inconscient était structuré comme un langage, et moi j'ai l'impression que ce langage-là, c'est l'astrologie. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes astrologues que je le dis fièrement, mais je le dis en reconnaissance de tous les êtres qui ont créé cela, parce que c'est le fruit de la richesse de la conscience humaine. Parce que l'astrologie a été créée par la conscience humaine. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que notre conscience a réussi à sortir, à trouver les principes intérieurs même qui sont à l'arrière de notre fonctionnement. C'est proprement prodigieux. C'est extraordinaire en fait. Et donc du coup, on a aussi réussi à trouver encore d'autres outils. Bon, là, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qu'on va étudier. Donc, vous avez des éléments dans une carte du ciel, vous avez des aspects qui sont les mises en tension ou les accords dynamiques au cœur même d'un être humain. On apprendra aussi ce que c'est les maîtrises, on regardera les niveaux de conscience, on regardera comment tout ça évolue par les progressions, les transits, etc. Et, ça, c'est de la mécanique astrologique. C'est de la mécanique astrologique, mais vous allez savoir ce que ça veut dire et vous en servir. Donc il y a ça, et puis on fera également une initiation pour vous montrer à quel point chacune d'entre nous, on est pris au sein d'une génération astrologique et de cycles. Donc on est au sein d'un collectif. Ça, c'est la spécialité de Faustine. Elle travaille sur les générations et on vous expliquera, elle a fait un livre sur le sujet et c'est très important de savoir se situer dans sa génération et de comprendre le rôle et la mission de chaque génération en fait. Et ensuite d'aider chacun à comprendre sa place particulière dans sa génération. Et là aussi, si vous voulez, on fait pas notre pub, vous voyez, mais on croit tellement au côté tellement magnifique et à la fois très juste et scientifique de ce qu'on fait d'une certaine manière, et humblement on continue à chercher, mais si vous voulez, le travail qu'on fait sur les générations, on est aussi quasiment les seuls à le faire. Il y a très peu d'astrologues, même y compris à l'étranger,
qui travaille sur les générations. Ça nous paraît absurde, ça nous paraît même étonnant que ça n'ait pas été fait avant. Et avec les générations, on est capable de vraiment caractériser les différentes générations. Alors vous savez, on les appelle X, Y, Z, mais nous, c'est beaucoup plus subtil. Hein. On ne les appelle pas X, Y, Z. Et à la fois plus scientifique, parce que tout ça se base sur l'astronomie, en fait. Ça se base complètement sur l'astronomie. Et ça, c'est pour ça qu'on tenait aussi dans cette nouvelle initiation à l'astrologie à rajouter un peu cette dimension-là, parce que ça permet de comprendre qu'on s'incarne en groupe, que certes on a nos responsabilités individuelles, mais on a aussi nos responsabilités collectives, donc ça permet de se détendre, de prendre un petit peu de recul et de mieux se géolocaliser au sein du collectif, de prendre vraiment pleinement sa place, de comprendre ce qui pèse sur nous, ce qui nous anime dans l'inconscient collectif. Tiens, mais il y a ça qui me tiraille, pourquoi ça sort d'où? L'astrologie en fait nous propose une représentation de ça, et c'est très décontractant. Et où chacun a sa place et son utilité. Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que chaque individualité de conscience, on se rend compte quand on fait de l'astrologie, a sa place et son utilité. Et que donc chaque génération est utile aux précédentes et aux suivantes, et chacun a sa place singulière dans sa génération, même s'il se croit ou s'il se pense inutile. Et avec l'astrologie, on peut arriver, si vous voulez, à aider quelqu'un à se positionner et à comprendre sa place dans ce monde, en quelque sorte, sa part d'utilité dans ce monde. On en a tous une. Chacun est utile et j'allais dire presque indispensable, puisqu'il est là. Complètement. Chaque être est utile. On fonctionne complètement en interdépendance. Et c'est magnifique de revoir un petit peu combien c'est interdépendant, combien on est lié, interconnecté, etc. Et à la fois combien chaque singularité est belle. Et l'astrologie, je trouve, a cette faculté de, même si nous, on se ressent comme « Oh, ma dimension, elle est quand même un peu bancale », c'est une beauté incroyable. Et apprendre l'astrologie ou recevoir un thème, etc., j'ai l'impression que ça a vraiment cette force-là de redonner de la beauté. De reconnaissance. De reconnaissance. On se reconnaît, si vous voulez, comme des êtres reliés, à la fois à des fonctions plus grandes que nous, et reliés les uns aux autres. Voilà, et ça c'est assez exceptionnel. Alors c'est pas pour autant que c'est plus facile de vivre, hein. Mais disons, ça peut aider quand même à mieux vivre, à être plus dans la joie, quoi. Oui, clairement. Contrairement à une image qu'on peut avoir concernant l'astrologie qui nous fige dans quelque chose, l'astrologie redonne du choix tout le temps. Donc on peut toujours faire un nouveau choix, toujours renaître à une dimension plus vaste, plus intégrative, plus inclusive de nous-mêmes. Ça, c'est toujours possible. Et c'est pas le jeu. Oui. On a eu envie de vous montrer la carte du ciel du rendez-vous d'aujourd'hui, 19h, oui. Et si vous voulez, alors évidemment, on ne va pas vous faire un cours sur ce que c'est que cette carte, mais elle est et c'est pour ça qu'on avait choisi cette date du 3 août, parce qu'elle est tout à fait remarquable. Et elle a comme dessin le fameux sceau de Salomon, c'est-à-dire 2 triangles. Ça pourrait être le triangle esprit-matière, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a un grand triangle de feu et un grand triangle d'air et de terre. Et donc, elle représente une certaine harmonie de fonctionnement. Évidemment, le ciel, il est toujours juste, il est toujours harmonieux, il est toujours dans un fonctionnement juste. Et il n'y a rien de déséquilibré. Mais là, c'est particulièrement une carte qui montre c'est presque un dessin sacré, si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Là, si vous voulez, ça illustre également un peu ce qu'on évoquait, c'est une représentation plane, à la fois du zodiaque que vous avez autour, des planètes qui bougent, qui donc nous font miroir de ce qui se passe en nous, à l'heure actuelle, individuellement et collectivement. Et là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un dessin, c'est ce qu'on appelle les aspects, ça on va l'apprendre dans la saison 1, bien sûr. Donc vous comprendrez ce que ça veut dire, tout ce bazar. C'est-à-dire que c'est des angles mathématiques. C'est ça, mais qu'on est symbolique, bien sûr. Des angles mathématiques qui, comme la musique, si vous voulez, puisque c'est qui c'est qui a créé les aspects, c'est d'abord Pythagore, et puis Kepler, en relation avec la musique. Donc les aspects, c'est pour ça qu'ils sont plus ou moins grinçants ou harmonieux,
C'est comme la musique en fait. Donc c'est des angularités. Et si vous voulez, si un enfant était né ici, là, d'où on vous parle, parce qu'évidemment, nous avons pris la carte de là où nous sommes. Bon, écoutez, ça part d'ici, donc on s'est mis au centre, on s'est permis de se mettre au centre. Mais ça serait la carte du ciel d'un enfant qui serait né aujourd'hui à 19h à Luçon. Vous voyez? Intéressant. Et donc, c'est aussi la carte de l'événement de notre rencontre de ce jour. C'est plutôt très joli. Et pas si commun. Pas si oui. commun. Et donc, à quoi ça sert? On a commencé à y répondre. Oui. On a commencé à y répondre. Oui. Avec l'astrologie, on va pouvoir identifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, bien sûr, la dynamique énergétique d'un être. On a dit c'est une carte, ce qu'on vient de vous montrer, et ça c'est une carte, mais on peut aussi le voir comme un mandala énergétique. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique et qui est vivant. C'est vivant à partir du moment où c'est habité par une âme. Ou par un événement, un pays, etc. Mais en tout cas, pour un thème de naissance... Et si c'est par un pays, c'est l'âme de la nation. C'est ça, c'est ça. Mais ce qui rend tout ça vivant, c'est parce que c'est habité par un esprit humain. D'accord? Donc on va pouvoir identifier la dynamique énergétique globale. L'esprit, oui. On va pouvoir regarder quel est le projet de vie de la personne au sein de son collectif, de sa génération, quels sont peut-être les conditionnements et surtout comment la personne articule tout ça psychiquement, émotionnellement, dans ses actes, dans ses aspirations, etc. Ça aussi c'est quelque chose qu'on va voir, c'est quoi les hautes aspirations de cet être, vers quoi il se tend, où sont les challenges, où sont les défis, les principes initiatiques, les blessures, les guérisons, etc. etc. L'astrologie permet de jeter un œil sur tout ça et de prendre du recul pour se reconnaître, pour se connaître ou se reconnaître. Mais voyez, du coup, c'est vraiment une discipline qui est à cheval entre transversale, c'est plus joli, entre plein de disciplines, et tout ça est articulé au travers de la discipline astrologique. En même temps qu'on en parle, je me dis, si vous voulez, pour retenir simplement, l'astrologie va aider quelqu'un à faire le point sur son projet de vie au moment où il en a besoin. Voilà. Si vous retenez l'idée de faire le point, c'est exactement comme un voyage. Si vous voulez, quand on entreprend un voyage, on sait d'où on part, on sait où on veut aller, et à chaque moment, on a besoin de faire le point. Surtout si on a pris le GPS, mais le GPS, lui, nous fait le point à chaque instant. Le GPS, c'est astronomique, d'une certaine manière. Et en fait, l'astrologie va servir à faire le point à un moment donné sur son projet de vie. Alors évidemment, il n'est pas du tout intéressant de faire le point sur un projet de vie d'un bébé qui vient de naître, parce que là, on n'en sait rien. Il faut d'abord le laisser arriver et le laisser se déployer, vivre et l'écouter d'abord. Alors ensuite, éventuellement, on peut donner des conseils aux parents suivant la génération et les difficultés qu'il peut y avoir, etc. Mais je veux dire, on ne va pas aider un bébé à faire le point sur son projet de vie. Donc il faut un certain âge quand même pour faire ce travail de conscience. Et il peut être utilisé, mais pour nous, les astrologues, c'est le plus difficile. Essayer de parler d'un bébé qui vient d'arriver dans ce monde, je dirais que c'est... Qu'est-ce que tu dirais ? C'est complexe parce que si vous voulez, comme on a beaucoup insisté, vous voyez, sur le fait que l'être était libre au centre et qu'on pouvait toujours retrouver du choix, retrouver de la spatiosité intérieure, etc. Comment ne pas faire de projection ? C'est quelque chose auquel on tient très très fort. Pareil, quand on a toutes les techniques de prévisionnel, le mot n'est pas joli parce qu'il ne s'agit pas de prévision. On ne fait pas de prévision en fait. On essaye de donner des champs d'expérience possibles, on fait des hypothèses simplement pour que la personne puisse plus aisément faire ses choix. Donc un bébé, pauvre petit chou, on risque de lui faire que des projections sur la tronche. Et en plus on parlerait à ses parents et donc on induirait, voilà. Donc il faut se méfier de ce genre de travail. Je veux dire, ça peut être joli de faire la carte du ciel d'un bébé, de donner ça peut être intéressant de donner des perspectives sur la génération. Ça on l'a fait. Oui, on a travaillé les générations jusqu'en 2050 quand même. Alors c'est vrai que ça donne de façon incroyable, parce que ce sont justement les 3 grandes planètes invisibles à l'œil nu, transpersonnelles, qui indiquent les générations, et là on peut donner les grandes visées inconscientes, si vous voulez, les grandes visées transconscientes qui travaillent. Mais donc on aide...
voilà, l'astrologie aide à faire le point sur le projet de vie, comme on serait dans un cours de voyage, et à un moment, on ne sait plus. On se dit, ah oui, mais est-ce qu'on veut aller au même endroit? Est-ce qu'on n'a pas d'autres aspirations? Est-ce qu'on n'a pas envie de changer de route? Est-ce que là, on trouve quelque chose qui ne nous va pas pendant ce voyage, et on s'arrête, on fait le point. Voilà, on fait le point parce qu'on a des outils scientifiques pour faire le point. Et on fait le point parce qu'on a des outils sciences humaines et de conscience qui peuvent aider à éclairer quelqu'un, en tout cas pour au moins l'aider à se retrouver lui-même, si vous voulez. Parce que souvent, nous n'apprenons pas, comme on dit toujours aux êtres, vous vous connaissez mieux que nous-mêmes, on peut juste vous aider à vous retrouver, vous reconnaître et à retrouver ce qui est essentiel pour vous. C'est toute la puissance du symbole, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, et même quand on apprend, en tout cas, je crois qu'on essaie d'être vigilante à ça, de se dire, ah bah t'as soleil Verseau, donc tu es comme ça. C'est l'inverse de ce qu'on propose. Pas de déterminisme. C'est ça, c'est plutôt au contraire proposer le symbole, et à partir de ce symbole qui ouvre un monde, hein, différents langages, différents signifiants, qu'est-ce que tu choisis de rendre signifiant pour toi? C'est ça qu'on propose. Ce qui est beaucoup plus en pouvoir. Voilà, ça va, ça vous parle? Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'astrologie et de quel espace on parle en fait. Dans les conférences ou tout ça, on parle de ça, mais alors, si vous voulez, quand on voit les photos comme ça fait photo de famille. Hein. Alors voilà, vous avez toutes les photos de famille là. Donc nous travaillons dans une lignée d'astrologues du XXe siècle. Charles Vougal était né à la fin du XIXe et Germaine Hollet en 1904, donc vous voyez. Et on travaille dans cette lignée, c'était deux très très grands astrologues en fait du XXe siècle. On travaille ensuite d'eux, mais pas, disons qu'on ne fait pas de, comment dirais-je, on actualise. Et puis on ouvre selon ce qui nous sommes nous-mêmes, d'une part moi avec l'âge que j'ai, et puis maintenant Faustine qui est beaucoup plus jeune avec son énergie et ce qu'elle porte en elle. Donc si vous voulez actualiser, ça ne veut pas dire qu'on travaille cette astrologie comme des reliques en essayant de montrer qu'elle est juste et qu'il faut l'honorer là. Non, on essaie, en d'autres termes, on n'est pas on ne crée pas un égrégore qui serait ce qu'il faudrait préserver, mais cette lignée nous paraît importante parce que c'est une lignée de connaissances extrêmement rigoureuse, très travaillée et que nous respectons et que nous enrichissons. Voilà. Et je pense que c'est très utile parce que très souvent les astrologues se sentent déracinés. En tout cas, nous sommes bien enracinés, en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est une partie du travail que toi, tu as déjà commencé il y a des années, mais ça rejoint ce qu'on essayait de vous expliquer, comme quoi l'astrologie est une science humaine, etc. Mais c'est aussi vous montrer et vous transmettre, c'est ça qui nous anime, à quel point c'est un modèle anthropologique, c'est un modèle de compréhension de la vie humaine, du sens que ça a. Et on essaie toujours, même dès la saison 1, de considérer l'individu dans au moins ces 3 dimensions, histoire de ne pas recréer de dualité, mais de vraiment et de déterminisme. Ces 3 niveaux. Exactement. Ouais. Exactement. Et vous voyez, j'ai écrit ce livre sur l'amour, d'ailleurs il s'appelle L'amour, il pourrait s'appeler Les lois de la vie. Mais parce que dans ce livre, je travaille sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'amour. Et donc, parce que je me suis rendu compte que l'astrologie était insuffisante en tant qu'appareil astrologique habituel, le zodiaque, les planètes, etc. Il fallait, mais quels sont les principes qu'elle travaille et sur quels principes elle travaille. Et c'est pour ça qu'on a mis justement ce modèle anthropologique qui a été développé dans ce livre. Alors, on n'est pas les seuls, hein. C'est un modèle anthropologique que la tradition met en avant. Hein. Puisque voilà, c'est le modèle anthropotriple, il existe dans la tradition bouddhique, dans la tradition chrétienne, il existe. Charles Vougal, lui, a travaillé énormément dans la tradition chrétienne. Il travaillait avec justement l'esprit, l'âme et la personnalité en fait. Hein, donc voilà. Donc on n'est pas les seuls, hein, mais on est peut-être les rares en astrologie de travailler sur des principes clarifiés.
Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on fait quand on fait de l'astrologie. On en fait, mais on la fait bien, mais on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas d'où elle vient, ni quoi, ni qu'est-ce. Nous, on essaye quand même de... C'est-à-dire que quand on l'enseigne, on essaye de vous expliquer d'où ça vient, ce qu'on vous enseigne. Ça ne tombe pas comme ça, comme quelque chose qu'il faudrait apprendre comme un catéchisme. Très souvent, l'astrologie est un catéchisme. Hein. Et c'est idiot, c'est dommage. C'est extrêmement réducteur. Donc ça, et puis il y a évidemment tout ce que tu as travaillé au niveau des cycles. L'intérêt, je trouve, du travail que tu as fait, cet ouvrage-là, qu'une thèse, hein. Franchement, allez-y, c'est passionnant. C'est que ça remet énormément de choses en perspective. Notre histoire, notre humanité, notre place dans l'humanité et toutes les perspectives évolutives en fait, qui nous sont proposées. C'est pour ça qu'on avait envie, même dans cette initiation à l'astrologie, de déjà intégrer, essayer de vous passer, de vous transmettre cette dynamique cyclique. C'est vivant, le vivant bouge, l'astrologie bouge. Et là, on a ciblé le travail sur l'astrologie, c'est de la conscience et sur les grands cycles de civilisation. En fait, c'est vraiment montrer que les périodes de l'histoire telles que les historiens les ont repérées correspondent à des cycles astronomiques. Ça m'a même étonné que ce n'ait pas été fait avant. Alors il y a eu des tentatives, il y a eu évidemment, j'ai travaillé dans la suite d'autres, hein, mais je pense que c'est depuis qu'on a tous ces outils d'ordinateur qui nous permettent de faire des calculs et de les représenter, que ça nous permet un peu de mieux nous rendre compte. Mais Fernand Braudel, le grand historien Braudel, avait pensé vraiment que l'histoire était cyclique. Mais il n'avait pas de modèle. Nous, on a les modèles. Alors déjà, de comprendre dans quel moment de l'histoire on est, et dans quel cycle on est, etc., ça nous permet de nous, comme tu dis, Faustine, nous géolocaliser. Voilà. Et Faustine a travaillé particulièrement le livre, l'almanach astrologique des générations. Et là, on a toutes les générations du XXe siècle et du XXIe. On est allé jusqu'en 2050. Pour essayer de voir quels sont les grands axes des projets des générations. Et je vous assure, c'est étonnant, hein, comme on peut qualifier les générations. On pourrait travailler avec des sociologues pour qualifier les générations. J'ai à cette occasion, justement, là, pour soutenir tout le travail que faisait Faustine, j'ai lu des livres de sociologie sur les générations, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais il leur manque un outil, quoi. C'est-à-dire, l'astrologie permet vraiment de dire, à partir de telle date, il y a tel changement, quoi. Et d'ailleurs, dans les familles, on le sent, il y a des enfants qui sont de la même génération, et d'autres, tout d'un coup, il y a des ruptures générationnelles énormes dans la même famille. Puis c'est pas inintéressant en plus parce que le projet de génération en astrologie est d'ordre de l'inconscient collectif. C'est pas si simple à observer, et surtout pour tous ceux qui sont sur un chemin de conscience, qui ont été en psychanalyse, en psychothérapie, etc., tout ce que vous voulez. Des fois, on a du mal à attraper cette zone-là. De fait, c'est de l'inconscient. Et là, c'est assez passionnant de se voir au travers du miroir de sa génération et se dire « Ah putain, d'accord !» C'est vraiment très intéressant. Et c'est très relié à l'histoire, hein. Voilà, pour prendre, voilà, c'est tout complètement relié à l'histoire, de toute façon. Donc, alors c'est souvent après coup qu'on s'en rend compte « Ah, mais tiens, ça correspond à ceci, à cela, etc. » Voilà. Et donc du coup, simplement pour vous laisser un regard sur ce qu'on propose, là évidemment on relance, c'est le premier cours de cette saison 1, mais on pourrait considérer que c'est le premier cours des 5 saisons qu'on propose. Et cette première saison, on peut la démarrer si on n'y connaît rien du tout, même si on ne sait pas que le Verseau était un signe du zodiaque, ni la Vierge, etc. On peut y aller. Si vous êtes déjà initié, ça marche aussi. Si vous voulez devenir astrologue, ça fonctionne. N'importe quel autre praticien de santé ou qui contribue auprès de l'humain me semble être le bienvenu, ou n'importe qui est intéressé par un chemin de conscience, un chemin d'évolution de conscience. Vous pouvez y aller. De toute manière, sur les premières saisons, on travaille sur le thème de chacun. Vous travaillez sur votre propre thème. Dès le début, oui. Voilà. Et donc, du coup, dans chaque cours, vous aurez évidemment le film du cours, qui est monté et retravaillé par notre cher Hubert, qui nous enlève nos donc vous verrez, c'est très très fluide à réécouter. Oui, c'est pas uniquement des cours, si vous voulez, qui vous arrivent, qui
qui sont faits du Zoom, de la copie de Zoom. Hubert filme et on a un son de qualité professionnelle, ce qui fait que c'est quand même assez confortable et qu'on n'est pas obligé de s'approcher son oreille pour écouter. Et on peut même réécouter le son seulement. Il y en a beaucoup parce que c'est travaillé professionnellement. Voilà. Et puis vous avez, pour ceux qui sont plus visuels, etc., vous avez des documents écrits qu'on essaie de faire de manière très pédagogique et très fournie systématiquement, des conseils, des exercices, et on vous propose aussi une correction individualisée sur chacun de vos cours. Donc en fait, même si vous êtes à distance, que vous soyez en présence, que vous bossiez beaucoup ou pas beaucoup, etc., entre guillemets, si vous le choisissez, on ne vous lâche pas, on reste avec vous du début à la fin. Et on vous propose aussi, même dès le niveau débutant, d'assister aux réunions de pleine lune, qui, comme leur nom l'indique, se font autour de la pleine lune par Zoom, et où ça permet d'articuler un petit peu le langage astrologique, même quand on démarre, c'est plutôt très intéressant, et puis de faire un peu le point sur les énergies du moment. Voilà un petit peu comment ça se goupille. Parce que, vous voyez, depuis que le monde est monde, lors des pleines lunes, les groupes humains se sont toujours réunis pour méditer, réfléchir, essayer de faire des, comment dirais-je, peut-être pas des évolutions de conscience, mais faire le point. Et donc, lors des pleines lunes, nous faisons un point astrologique, astronomique, etc. Et un point méditatif pour être à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Et en nous et dans le monde.